Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Depuis 6 mois, le peuple togolais est en train d'écrire son histoire. Mais la crise est perdue et est loin de trouver une issue favorable. Le tyran résiste et le peuple togolais reste également déterminé. Des interrogations se posent sur l'implication des religieux dans la grave crise. Finesse au rôle de certains hommes de Dieu qui soutiennent la dictature. Faure Gnassingbé, otage au bourreau. Nous en discutons tout de suite avec notre confrère Ildefonse Akpaki, directeur du journal et vidéo en ligne La Gazette du Togo, qui va commenter et analyser la crise sociopolitique au Togo. Ildefonse Akpaki, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir à toute l'équipe de la radio de la Résistance. Bonsoir aux auditeurs et auditrices de la radio Avouleté. Bonsoir à toute la diaspora africaine et surtout togolaise. Sylvain, permets-moi de saisir cette occasion pour présenter mes vœux les meilleurs de la nouvelle année à tous ceux et celles qui nous suivent en ce moment sur la radio de la Résistance. Salut à vous tous et merci également pour l'occasion que vous m'offrez personnellement pour qu'on essaie encore de plancher sur les sujets qui font l'actualité de la politique togolaise. Bonsoir Sylvain. En tout cas, merci également à vous et bonsoir et bonne année également à vous Ildefonse, puisque c'est la première fois que nous vous accueillons dans cette émission panafricaine. Merci quand même de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Ildefonse, dans cette crise qui secoue le Togo, des analystes tirent la sonnette d'alarme sur une funeste rôle de certains hommes de Dieu qui soutiennent la dictature. Faure Gnassingbé, otage ou bourreau selon vous? Oui, Sylvain, pour cette question que vous me posez par rapport à la problématique de la crise politique qui secoue le Togo et que vous axez celle-ci sur le rôle funeste de certains hommes d'église, vous chutez en disant ou en vous demandant si M. Faure Gnassingbé est otage ou bourreau. Alors, je dis oui et non, il est otage. Oui, parce que le système qu'il incarne, il est otage de ce système-là, d'autant plus qu'il n'est pas arrivé au pouvoir dans de bonnes conditions. Tout à fait. Vous savez que le pouvoir a été donné à M. Faure Gnassingbé en violation de la loi fondamentale togolaise qui, en son article 144, alinéa 3, stipule qu'on ne devait pas normalement toucher à la Constitution en période de vacances de pouvoir ou en période intérimaire. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu ce soir-là du 5 février 2005 où l'armée, en violation de cette disposition constitutionnelle, a donné le pouvoir à M. Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, on peut dire, à l'analyse de cette situation, qu'il est otage de cette armée-là. D'ailleurs, c'est pour cette raison que lorsque l'armée réagit dans le pays en violation de la loi fondamentale togolaise, le chef de l'État ne parle pas. Non, parce qu'il contrôle tout. Le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé, que personne ne vous dise qu'il n'est au courant de ce qui se passe. Il contrôle tout. Alors, je vous donne 3 exemples. Allez-y. L'avez-vous entendu il y a quelques mois au camp militaire des médias? Avez-vous pris soin de lire son intervention dans le journal panafricain Jeune Afrique? L'avez-vous suivi le 3 janvier dernier lorsqu'il présentait ses vœux à la nation togolaise? Alors, quand vous mettez ces 3 ensemble, ces 3 interventions du chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, ensemble, vous comprendrez qu'il a la maîtrise de tout. Et vous allez vous rendre compte de ce que son intervention a l'allure d'une complicité de ce qui se passe dans le pays. Son silence
coupable aux multiples répressions militaires dont fait l'objet le peuple togolais. Alors, quand vous mettez tout cela, vous saurez que, alors que l'on a l'impression de dire qu'il est à la fois otage du système qu'il a porté au pouvoir, il ne l'est pas, puisqu'il contrôle tout. Les faits sont là et sont bien têtus. Tout à fait, les faits sont là et sont bien têtus. C'est ce que pense d'ailleurs bon nombre de Togolais. Ildefonse Akpaki, l'Union musulmane du Togo, au cours de l'une de ses sorties, il y a environ 5 mois, avait tendance à soutenir la dictature au Togo. Alors, doit-on dire que l'instrumentalisation a gagné toutes les couches, rendant ainsi très difficile le combat pour la tenance que mène le peuple togolais? Mais Sylvain Amos, par rapport à cette question d'instrumentalisation des couches, mais c'est une réalité au Togo. Presque toutes les couches sont instrumentalisées. Ce qui fait d'ailleurs que la lutte devient de plus en plus difficile. L'alternance devient difficile. Et là, vous faites allusion au rôle de l'Union musulmane. Tout à fait. Alors, vous savez, quand nous parlons de l'Union musulmane, il faut d'ailleurs se poser la question de savoir comment celle-ci a été créée, puisqu'elle a toujours évolué comme une aile marchande du pouvoir en place depuis le règne de feu le général Eyadema. Lorsque nous remontons le cours de l'histoire togolaise, vous allez faire l'analyse du rôle et de la position de cette unité qui, normalement, devait jouer une sorte de neutralité dans le jeu politique du Togo. Mais cela n'a pas été le cas. Vous savez, aujourd'hui, l'Union musulmane est dirigée par un cacique du pouvoir RPT, Monsieur Inoussa Brouahima. Lorsque vous parcourez l'histoire du Togo, vous comprendrez le rôle que ceux-là ont joué. Et puis, récemment, l'Union musulmane s'est illustrée négativement dans l'arrestation de l'imam de Sokoré, Omar Hassan. Et puis, ce qui a été plus surprenant, c'est que dans les démarches après l'arrestation de cet imam-là, ceux qui composent l'Union musulmane ont fait une sortie, et après cette sortie-là, ils ont fait des démarches dans plusieurs mosquées pour aller non seulement vouer aux gémonies cet imam-là qui est un des leurs, mais demander, compris pour le pouvoir du chef de l'État actuel. Alors que ce qu'on reprochait à l'imam, c'était une de ces sorties médiatiques, ces prêches qui n'avaient rien à voir avec la politique, mais on a juste trouvé un subterfuge pour le caser quelque part. Le rôle que joue l'Union musulmane au Togo, surtout dans la politique togolaise, laisse encore à désirer, parce que sans qu'on le dise assez, elle a toujours évolué comme une béquille, comme une aile marchande du pouvoir. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à l'Union musulmane. Tout à fait, Ildefonse Akpaki. Des Togolais estiment qu'il faut féliciter les églises catholiques, méthodistes et presbytériennes qui se sont clairement rangées aux côtés du peuple togolais. Ces églises demandent à Faure Gnassingbé de faire revenir la constitution de 1992. Et on l'a vu en RDC, l'église catholique adopte le même comportement avec Monseigneur Mosengo, qui est allé plus loin en appelant le peuple congolais à sortir dans les rues contre Kabila. Alors, Ildefonse Akpaki, pensez-vous qu'au Togo, les prêtres des églises doivent en faire autant? Oui, je crois qu'il faut féliciter les églises catholiques, presbytériennes et protestantes. Elles ont été toujours claires dans leur démarche, surtout sur des questions politiques ou sur des questions d'intérêt national. Ces trois églises ont été claires à travers leurs lettres pastorales. Vous savez, il y a quelques mois, lorsqu'il était agi de la crise politique que le pays traverse actuellement, vous avez vu l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis, qui, au nom de l'Église catholique du Togo, a donné de la voix en disant lui aussi que nous avons écouté
ou bien nous écoutons la voix du peuple et nous disons retour à la Constitution de 1992. Mais le hic, c'est que on ne comprend pas pourquoi, lorsque l'Église parle, on a toujours tendance, quand je dis on, ce sont les gouvernants togolais, les dirigeants togolais qui pensent que lorsque l'Église dit retour à la Constitution de 1992, on lui colle l'étiquette d'opposant ou bien d'opposition. Alors que le travail qui a été fait par la Commission Vérité, Réconciliation et Justice, présidée à l'époque d'ailleurs par un prélat qui sort de l'Église catholique, a demandé dans ces 68 recommandations qu'on retourne également pour avoir l'apaisement qu'il faut à la Constitution de 1992. On ne comprend pas pourquoi, lorsque l'Église, qui n'a même pas vocation, qui n'a pas intérêt à jouer pour la conquête du pouvoir, lorsqu'elle parle, on a comme l'impression que l'Église prend fait et cause pour une opposition donnée. Ça n'a pas été le cas et ça ne serait pas le cas. Tout à fait. Oui, on sait qu'à travers les lettres pastorales et autres, l'Église parle, l'Église catholique parle, l'Église protestante parle, l'Église presbytérienne parle. Mais au-delà des lettres pastorales, il faut emboîter le pas. Il faut essayer de faire comme les prélats, comme les chrétiens de la RDC, parce que avec le prélat, le cardinal Monseigneur Moussengo, on a dépassé l'étape des lettres pastorales. Tout à fait. On a dépassé l'étape de la rencontre du chef de l'État. Aujourd'hui, on demande au peuple d'être dans la rue, parce que justement, la situation l'oblige. Vous savez, lorsque nous parcourons également l'histoire du Togo, nous devons nous rendre compte que durant la période intérimaire où les choses n'allaient pas, à l'époque, il y avait Monseigneur Bodjuro Philippe qui était l'archevêque de Lomé. Nous l'avons vu devant avec des religieuses appuyés par des pasteurs et plus par des avocats qui avaient marché pour aller rencontrer le président par intérimaire. Le président intérimaire. Alors, je crois que cette démarche vaut encore. Ça a été le cas en RDC. Aujourd'hui, l'Église fait appel à tout le peuple. Je crois que l'Église catholique du Togo, l'Église protestante du Togo, l'Église presbytérienne du Togo et d'autres églises encore doivent emboîter le pas à d'autres comme celle de la RDC pour que la lutte pour la reconquête de la liberté des Togolais soit de mise. Tout à fait, Ildefonse Akpaki, vivement que les religieux entendent raison, et notamment l'Église catholique, et qui doivent emboîter le pas de leurs collègues de la RDC, notamment l'acte qu'avait posé Monseigneur Moussengo en appelant le peuple congolais à sortir dans les rues. Les Togolais sont prêts aussi à suivre un mot d'ordre de l'Église catholique ou bien des religieux. Ildefonse Akpaki, vous êtes également là pour commenter et analyser la crise sociopolitique au Togo. L'actualité, c'est aussi cette déclaration, ou bien cette accusation du colonel Agadazi qui qualifie le PNP de djihadiste. Alors, quelle appréciation donnez-vous aux déclarations du ministre Ourokoura Agadazi à propos du PNP, Parti national panafricain de Tikpi à Tchadam? Sylvain Amos, vous donnez la peine de me poser la question d'apprécier les déclarations du ministre Ourokoura Agadazi par rapport à ce qu'il a dit concernant le leader du PNP. Alors, pourquoi ça fait rire? Moi je réponds, d'abord je me dis que il est tout simplement rigolo, ce ministre-là. Il n'a fait preuve d'aucun fair play politique. Et puis, je me rends compte que politiquement, il n'est pas civilisé. Quand vous le suivez, quand vous suivez tout ce qu'il dit, tout ce qu'il raconte, aucun fair play politique. Vous savez, un adversaire politique n'est pas un ennemi. Alors, moi, je me rends compte d'ailleurs que ça a été toujours un attribut, sinon le leitmotiv du pouvoir en place,
lorsqu'il a dos au mur, on cherche toujours un subterfuge. On cherche toujours quelque chose pour coller à la personne là ou au parti politique ou bien à ce regroupement d'hommes et de femmes qui leur fait du tort ou bien qui essaie ou qui constitue une entrave pour ces personnes-là. Vous savez, quand nous remontons l'histoire, parce que je me suis un tout petit peu amusé à voir comment ce régime a évolué lorsque il a dos au mur par rapport à un adversaire politique. Vous savez, M. Gilchrist Olympio, à l'époque, a été catalogué de terroriste et de contrebandier. Et Monsieur Harry Olympio, son jeune frère, a été catalogué lui aussi de poseur de grenades ou de bombes. Vous vous rappelez l'histoire de Monsieur Harry Olympio où il était dit entre-temps, ou bien il y a quelques années, qu'il a cherché à poser des grenades à la gendarmerie nationale du Togo. Alors, il y a de ces faits-là. Je peux même continuer parce que la liste, elle est longue. Monsieur Kofi Nyam Nyam, vous savez comment on l'a qualifié lorsqu'il a voulu être candidat. On l'a qualifié de détenteur de fausses naissances. Et dans l'affaire d'escroquerie internationale avec l'ancien ministre ou directeur de cabinet du chef de l'État, monsieur Pascal Akousoulelo Boudjouna, vous savez comment on a qualifié cette affaire-là? C'est-à-dire qu'on l'a qualifié d'escroc international. La liste est longue. Le président du parti politique, Parti des Togolais, Alberto Olympio, a été qualifié de fraudeur fiscal. Monsieur Jean-Pierre Fabre est toujours, comment on l'appelle, qualifié de pyromane parce que c'est lui qui aurait ordonné l'incendie des marchés du Togo. Et puis aujourd'hui, c'est monsieur Tikia Tchadam qui est qualifié de djihadiste. Et lorsque je vous dis qu'il n'y a aucun fair play et que politiquement, lorsque vous suivez le raisonnement du ministre Kouroua Agadazi, vous saurez que politiquement, il n'est pas civilisé. C'est quand il essaie de faire l'analogie entre un musulman et un djihadiste, où il a l'allure de dire qu'un musulman est un djihadiste, oubliant que lui-même, il est musulman. Et donc, sur certaines plateformes, j'ai lu des syllogismes qui m'ont donné une idée de ce que les Togolais comprennent aujourd'hui. Je vous dis, en finissant de vous répondre que actuellement, on se rend compte que Horace, ce poète italien, a raison. Lorsqu'il dit que lorsque les dieux veulent détruire quelqu'un, ils leur ôtent la raison. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette question. Tout à fait, Ildefonso Akpaki, beaucoup de Togolais pensent comme vous et ne comprennent pas pourquoi le pouvoir qualifie le PNP de djihadiste. C'est vraiment malheureux. L'actualité politique au Togo concernant cette grave crise qui secoue le Togo depuis 6 mois donc, c'est également ce dialogue annoncé depuis quelques mois déjà. Finalement, Alpha Condé annonce une date pour ce dialogue. Alors, les mesures d'apaisement tardent à se mettre entièrement en place. Ildefonso Akpaki, à quoi peut-on s'attendre? Sylvain Amos, vous demandez à quoi peut-on s'attendre avec l'annonce par Alpha Condé d'une date du dialogue au Togo. Oui, alors, justement. moi, dialogue. Je voudrais avant tout qu'on nous fasse le bilan des 26 dialogues, puisque nous entamerons probablement peut-être le 23 janvier prochain, le 27e. Qu'on essaie de faire le bilan des 26 dialogues qui sont passés et qu'on essaie surtout d'analyser et de faire ressortir ce qui a été à l'origine du refus de la mise en œuvre dans son entièreté de l'APG qui est issu du 26e dialogue. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce qui a été retenu par l'ensemble de la classe politique togolaise, et y compris d'ailleurs de certaines associations ou certains mouvements de la société civile qui ont pris part à ce grand rendez-vous qui aujourd'hui constitue le seul compromis. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché?
Lorsqu'on aura fait le bilan de tout cela, les analyses et tout cela, et qu'on aura retenu quelque chose, on saura ou on pourra avoir une idée sur ce que sera le 27e dialogue. Je n'en dirai pas plus, Sylvain Amos, parce que lorsque la mauvaise foi, lorsque le dilatoire, lorsque la fuite en avant et lorsque le manque de volonté politique sera toujours de mise aux côtés de ceux qui dirigent le Togo, on peut avoir 1000 dialogues. La crise togolaise restera-t-elle? D'accord. En tout cas, Ildefonse Akpaki, comme vous le dites, des Togolais ne croient plus au dialogue comme source de solution à la grave crise qui secoue le Togo depuis des années. Donc, alors, nombreux sont ceux qui pensent que l'opposition doit laisser le champ à la société civile pour prendre le devant de la lutte. Est-ce que vous êtes d'avis, Ildefonse Akpaki? Oui, Sylvain. On peut dire que ceux qui disent aujourd'hui que la société civile doit prendre le devant de la lutte pourraient éventuellement avoir raison. Lorsque nous prenons le cas du Burkina Faso, ce cas ou cet exemple est extrêmement édifiant parce que c'est la société civile qui a fait tout le travail. Ça, c'est vrai. Tout le travail a été fait par cette société civile-là que je salue d'ailleurs au passage. Et donc, je crois que c'est normal que dans le cas d'espèce, qu'on puisse demander à la société civile togolaise de prendre le devant de la lutte. Mais alors, qu'est-ce que nous appelons par société civile au Togo? Parce que nous en avons plusieurs. C'est la grande question. Qui, peut-être, pour certaines, sont véritablement attachées à certaines partis politiques, à certaines, excusez-moi, formations politiques. Vous savez, ceux que nous avons détectés au sein même de notre société togolaise, qui sont membres d'un certain nombre de mouvements ou d'organisations qui œuvrent légalement et qui œuvrent pour le bien-être du Togolais, ont été toujours taxés de sociétés civiles proches de l'opposition. J'ai pu mener des investigations au sein d'un certain nombre de groupes formant une organisation donnée, membre de la société civile. Et le problème qu'il y a toujours eu, c'est par rapport à la position à adopter lorsque il y a un fait qui se produit et qui viole non seulement les lois de la République, mais aussi certains textes qui régissent l'État togolais, où ceux qui sont membres de cette organisation-là doivent jouer leur neutralité et agir comme cela se doit. Lorsque ces organisations parlent, on a toujours tendance à dire tel est de l'opposition, tel est du parti au pouvoir. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque nous aurons une société civile qui prendra à cœur les aspirations profondes du peuple togolais, et lorsque cette société civile comprendra qu'elle est au service du peuple et non d'une formation politique et non d'une personne, je crois que lorsque les actions seront lancées, comme ça a été le cas au Burkina Faso, cela prendra. Tout à fait, Ildefonse Akpaki, vous avez pleinement raison. Et vivement que la société civile togolaise prenne le devant de la lutte. Et je pense que dans ce cas-là, on n'a pas besoin que de la société civile, mais des activistes qui vont militer dans cette société civile au Togo. Rapidement, une dernière question, Ildefonse Akpaki, pour vous libérer en ligne depuis Lomé. Le Front social est en ébullition et les enseignants et les praticiens hospitaliers en grève avec promesse de durcir le ton. Alors pourquoi Ildefonse Akpaki, selon vous, les Togolais n'arrivent pas à profiter de la situation pour en finir une fois pour de bon? Oui, Sylvain, je suis d'accord avec toi. Que les Togolais n'arrivent pas à profiter de la situation pour en finir une fois pour de bon avec le pouvoir ou bien le régime en place. Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Et pour la simple raison que le système qui a toujours régenté le Togo, juste après l'assassinat du premier président démocratiquement élu de la jeune République togolaise, Feu,
Sylvanus Olympio, ce système a été axé sur la force brutale. Moi, je l'ai toujours dit, et je le dirai. Quand vous voyez la manière dont l'armée réagit, l'armée dont la mission régalienne est de protéger l'intégrité territoriale, lorsque vous la voyez réagir face à des concitoyens, des compatriotes aux mains nues, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Togolais n'arrivent pas à profiter de la situation pour en finir. D'un côté, on a les forces de l'ordre et de sécurité qui ont pris fait et cause pour le parti au pouvoir. Et de l'autre, on a les forces de défense qui, lorsqu'il faut agir constitutionnellement parlant, ont toujours violé leur mission. Depuis le 19 août jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de la violence, de la barbarie qui règne lorsque des populations aux mains nues sont dans des rues pour réclamer leurs droits, pour réclamer un minimum de liberté, pour réclamer un minimum de leurs droits? Vous voyez comment l'armée réagit face à des populations les mains nues. Alors, lorsque vous avez tout cela, on peut juste comprendre que c'est parce que la force n'est pas équilibrée. On ne devait normalement pas avoir une armée qui tire à balles réelles sur des manifestants aux mains nues. Nous n'avons jamais appris que le Togo a été envahi. Et pourtant, l'armée est là, sans que celui qui est le chef suprême des armées ne dise que nous sommes en état de siège ou que nous sommes en état d'urgence. Il n'y a pas eu invasion du Togo. Alors, quand vous mettez tout cela ensemble, vous comprendrez que c'est ce qui fait que la lutte politique est de plus en plus corsée au Togo. Alors, Sylvain Amos, je voudrais une fois encore te dire que nous pouvons y arriver si l'armée comprend au finish son rôle ou sa mission régalienne. Si les forces de l'ordre et de défense, les forces de sécurité comprennent elles aussi que ce qui leur a été confié comme mission, elles respectent cela, je crois que nous en arriverons. Mais si tel n'est pas le cas, je crois un jour, avec tout ce que nous remarquons au niveau de ce peuple, qu'il arrivera où il y aura un boom. C'est-à-dire que le peuple dira, qu'on me tue ou pas, ce que j'ai à faire, je le ferai. Ce n'est pas que nous le voulons, mais nous souhaitons que ceux qui dirigent ce pays comprennent un tout petit peu le peuple. Ils sont là parce qu'il y a un peuple. Ils ne sont pas là pour diriger ou gouverner des morts. Qu'ils comprennent au moins ce que le peuple dit et qu'ils s'exécutent. Merci Sylvain Amos pour l'occasion que vous m'avez donnée. Et merci pour tout le travail que vous faites dans la diaspora. Je souhaite bon vent à la radio de la résistance à vous l'été et bon vent à tous les Togolais et pour que cette lutte au finish prenne fin. Merci Sylvain Amos. Merci également à vous, Ildefonse Akbaki. Je peux toutefois te rappeler que nous sommes également en direct sur Radio Canal K et FM Liberté Radio Dénigment et sur Radio Avouleté. Effectivement, comme vous le dites, Ildefonse Akbaki, je rappelle à nos fidèles auditeurs, auditrices que vous êtes directeur du journal et vidéo en ligne La Gazette du Togo. Encore une fois, merci et bonsoir. Avouleté. Coucou le Tetenta. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.